Donc Jean-Luc Rakowski, excuse-moi, donc j'arrive juste, on a eu un petit problème de train. Donc je vais vous rapporter en fait la table ronde 4 sur l'usage inapproprié des médicaments. Alors c'est une table ronde qui a réuni, comme toujours, donc des médecins, des pharmaciens, mais avec la particularité, c'est qu'on avait un représentant du syndicat des pharmacies d'officine, des médecins généralistes, une journaliste médicale, et puis deux représentants d'associations d'usagers. Ce qui fait que sur cette thématique de la prévention des risques iatrogènes, on a eu pas mal de discussions. Alors le cadre est relativement précis puisque c'est celui que nous impose le Code de santé publique, c'est-à-dire qu'on entend par mésusage l'utilisation avec deux conditions, intentionnelle et non conforme aux recommandations de l'utilisation d'un médicament ou d'un produit de santé. Dans ce cadre-là, donc, on a des détails plus précis dans le cadre des bonnes pratiques de pharmacovigilance éditées par l'ANSM et celles éditées par l'EMA. Et on va distinguer bien évidemment le mésusage de l'erreur médicamenteuse dans lequel l'utilisation du produit est intentionnelle, non intentionnelle, pardon. Alors, pour définir le mésusage, il est plus facile de parler finalement qu'est-ce que c'est que le bon usage du médicament. Donc on a fait cette synthèse qui est assez simple et qui reprend des publications préalables, dans lequel en fait on a, et c'est un élément qui est émergé assez important, la nécessité d'avoir une décision médicale partagée préalable entre le médecin et son patient, avant de faire un choix thérapeutique, éventuellement de faire le choix d'une alternative non médicamenteuse, ceci devant être basé sur un référentiel, qu'il soit de l'HAS ou d'une société savante s'il n'y a pas de référentiel HAS. Puis au sein de la thérapeutique, le choix du médicament toujours référencé. Et enfin, une fois que le médicament est choisi, cette prescription et dispensation doit être conforme au résumé des caractéristiques des produits. Donc là, je dirais un bon usage du médicament qui aboutit à une prescription conforme. Cette prescription conforme, si elle aboutit à un effet indésirable médicamenteux, doit être déclarée au CRPV. On voit donc ce grand cadre relativement simple. Et bien finalement, quand on prend l'inverse, c'est-à-dire que le mésusage, donc l'usage inapproprié du médicament, on va retrouver trois acteurs, le médecin, le pharmacien, le patient ou son aidant. Et finalement, sous le terme de mésusage, on va recouvrir tout un tas de pratiques assez hétérogènes et dont les acteurs mis en jeu diffèrent. Et effectivement, c'est très différent de prescrire en dehors d'une AMM un médicament et de faire de l'automédication dans la pharmacie familiale. Et pour autant, il s'agit bien de mésusage dans les deux conditions. Un élément important, c'est qu'un usage conforme, à gauche, peut conduire à du mésusage, en particulier dans le cadre de l'abus et de l'addiction. C'est le cas, par exemple, de la crise des opiacés. Alors, le mésusage peut conduire à de la iatrogénie, et cette iatrogénie, elle est évitable. Donc, on a précisé cette notion d'évitabilité, c'est lorsque un médicament n'est pas prescrit en conformité avec le RCP et qu'il conduit à un effet indésirable médicamenteux. Donc c'est cette définition-là relativement précise. Et puis enfin, la définition de l'abus et l'addiction, c'est qui va être prise en charge par le réseau d'addictovigilance et qui, on rappelle encore une fois, ça fait l'objet de pas mal de discussions, peut être la conséquence d'un usage initialement conforme. Alors juste, donc, qu'est-ce que c'est que les mésusages? Juste un petit exemple. On a vu fleurir beaucoup de mésusages pendant la crise Covid, ça c'est une ordonnance de l'année dernière, dans laquelle on retrouve beaucoup de choses, puisqu'on a à la fois l'usage non conforme de l'ibuprofène à la phase aiguë de la Covid, l'usage non conforme d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Clairement, donc là, comment prévenir ce type de pratique? Quels sont les facteurs qui vont éviter la dispensation de ce médicament? Tout est là. Au préalable de la crise Covid, on a pas mal parlé du mésusage principalement des psychotropes, avec le fait qu'en France, on a 20% de prescription hors AMM et que dans le cadre des psychotropes, la France se classe plutôt en queue de peloton en Europe, en termes de consommation, en particulier par nombre d'usagers. C'est le cas pour les benzodiazépines et pour l'utilisation conforme des antidépresseurs. Alors, un point important et un peu nouveau, c'est finalement l'impact des médias dans l'usage des médicaments. Et un élément qui est apparu très clair, c'est que sous le terme de médias, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de médias en général, il y a différentes sources de médias. Et lorsqu'on regarde des médias sérieux, c'est-à-dire Le Monde,
Libération, Le Figaro, et qu'on reprend, c'est ce qu'on a fait, les en-têtes en fait, concernant la crise sanitaire, eh bien on s'aperçoit que la prise en charge par ces médias conventionnels était particulièrement adaptée. Donc là, on prend par exemple l'éditorial de Sandrine Cabu en 17 mars, avec une première piste pour la chloroquine, et puis très rapidement, une semaine plus tard, les premières controverses qui apparaissent dans le texte et qu'on voit très bien dans le cadre du titre. Et encore une fois, une semaine plus tard, les effets indésirables qui apparaissent. Donc finalement, un lecteur assidu du Monde avait une vision de la crise de l'hydroxychloroquine parfaitement adaptée et ne permettant pas du mésusage. Et ceci, donc c'est important parce que finalement, quand on regarde les bases données mondiales de pharmacovigilance, on s'aperçoit que vous avez en abscisse le temps qui passe, en ordonnée le nombre d'effets indésirables rapportés dans la base mondiale. Eh bien, dès le mois de mars 2020, ici, au milieu, vous avez en fait, après les annonces de Trump, une consommation d'hydroxychloroquine qui conduit à des déclarations d'effets indésirables, principalement cardiovasculaires, et qui croissent avec le temps. Et un élément très important qu'on voit bien sur ce schéma, vous avez en vert et en violet les courbes des années 2018-2019 et en orange la courbe 2020. L'élément principal, c'est qu'une fois que l'élément est parti, c'est-à-dire qu'on a informé qu'il y a un potentiel intérêt d'usage d'un médicament qui n'est pas avéré, eh bien c'est difficile de revenir en arrière et on voit que la courbe des effets indésirables décrits de l'hydroxychloroquine, elle continue à croître alors même que la FDA et les autorités de santé ont lancé tout un tas de warnings. Donc l'impact de l'avis des médias et des politiques est très important, alors même qu'on sait aujourd'hui que l'hydroxychloroquine induit une surmortalité dans le cadre de la Covid. Alors, pour les industriels, le mésusage, en fait, il répond à un organigramme relativement précis qui était fait en lien avec la NSM, dans lequel, finalement, le répertoire de l'usage non conforme fait l'objet d'une discussion et d'une déclaration auprès de l'agence en fonction en particulier du volume et de la quantité et de la gravité de ce mésusage. Tout ça pour aboutir finalement aux leviers. Quels sont les leviers possibles de prévention de l'usage inapproprié du médicament? Eh bien, la prévention et l'identification et la prise en charge. En termes de prévention, donc on a balayé beaucoup de choses. Le groupe était assez important. Et donc, on a retenu 3 grands items, l'éducation, l'information et la formation. Alors, l'éducation, il y a bien évidemment un item sur lequel nous allons même globalement devoir travailler, c'est l'éducation de la population générale aux médicaments et à la balance bénéfice-risque. Et ça, c'est un travail à très long cours qui va faire l'objet d'interventions multifacettes. Clairement, les médias ont un rôle. On a le service sanitaire pour lequel il y a peu de médicaments pour l'instant, sur lequel on pourrait jouer. Les patients, en fait, sont également un média pour travailler sur l'éducation, et on pense en particulier à la formation de toutes les associations d'usagers et à la formation universitaire de ces patients. Donc, par exemple, il y a une initiative cette année à Créteil d'un DIU de formation de patients partenaires dans lequel une énorme partie sera sur le médicament. Deuxièmement, c'est l'information. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas de journalistes scientifiques dans toutes les rédactions. Donc, dans beaucoup de rédactions, en fait, on a des journalistes, je dirais généralistes, qui vont écrire des articles sur les médicaments et qui n'ont pas la formation pour le faire. Donc ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Donc, ça veut dire que, globalement, dans les écoles de journalisme, il va falloir commencer à réfléchir à comment introduire le débat sur l'usage du médicament. Et il y a une initiative qui débute justement suite à la table ronde à Lille, où dans l'école de journalisme, on va avoir une formation par un intervenant pharmacologue dans le cadre de la formation initiale des journalistes scientifiques. Deuxièmement, on a également un élément qui est très important, c'est comment un journaliste doit gérer ses sources. Alors, il y a un journal tout récent, c'est Epsilon, qui a émis une charte qui est vraiment remarquable, dans laquelle les journalistes s'engagent à citer leurs sources et à faire relire aux médecins, aux pharmaciens, aux scientifiques qu'ils ont cités les documents qu'ils vont produire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Jusqu'à présent, le journaliste était assez libre de ce qu'il écrivait, quitte à changer le propos, ce qui s'est vu assez fréquemment. Donc là, c'est des notions toutes nouvelles, c'est le contrôle du verbatim. Bien évidemment, les sociétés savantes et les agences ont un rôle très important par la diffusion de dossiers thématiques. Et les industriels
en particulier l'exemple des antibiotiques. Troisièmement, donc la formation. Alors, on ne cesse de le dire, les médecins pharmaciens restent encore insuffisamment formés aux médicaments. Donc, c'est quelque chose qui revient de façon répétée, mais qu'on s'est permis de remettre. Et puis, le troisième acteur dans la formation, ce sont toujours les patients, avec l'impact de la formation des patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique en particulier. Un patient bien formé va moins mésuser, en particulier en automédication. Ceci dit, maintenant, une fois qu'on a pris en charge, qu'on a identifié ce mésusage, comment faire ? Alors, il a paru un élément très important, c'est qu'on n'avait pas de baromètre populationnel de mésusage, c'est-à-dire que finalement, il est difficile d'avoir une photo d'ensemble de l'usage inapproprié de médicaments en France aujourd'hui. Et on aura un travail qui va être amené avec tous les acteurs qui sont listés ici, puisque la remontée d'infos, elle se fait par le réseau des CRPV et CEIP, par les industriels. Clairement, le dossier médical partagé pourrait être une source de travail assez importante, encore faut-il qu'on arrive à le mener au bout. Et puis, le travail sur la consommation des boîtes que fait l'Agence du médicament est particulièrement important. À titre individuel, la conciliation médicamenteuse permet indiscutablement de détecter du mésusage et donc de le traiter. Encore faut-il que cette conciliation soit faite. Et puis enfin, en termes de prise en charge, on rappelle que la prise en charge, elle est populationnelle, c'est-à-dire que les autorités de santé, une fois identifié le mésusage, vont pouvoir changer les modalités de prescription. Et puis individuelle. En synthèse, donc, le mésusage, c'est un sujet qui est vraiment particulièrement complexe, qui fait intervenir de multiples acteurs dans des domaines très très différents et qui vont devoir nécessiter une coordination de ces acteurs et une prévention à l'échelon de la population, c'est-à-dire en rendant les patients acteurs aussi de leur prise médicamenteuse et pas seulement passifs. Je vous remercie.